Et soudain, deux combattants lourdement armés qui inspectent l'entrée du kibboutz avant d'en déverrouiller l'accès. Le soleil n'est pas levé à Gaza lorsque les combattants du Hamas lancent leur opération Déluge d'Al-Aqsa. Il y a surtout que ce massacre est venu percuter l'histoire juive, qui est faite de persécutions, de traumatismes, de destructions, de pogroms. Des chaises vides en souvenir de la grande synagogue de Leipzig. Shlomo Samson a 15 ans lorsque la nuit de cristal s'abat sur l'Allemagne le 9 novembre 1938. Au-delà de 3 semaines, on voit que la critique entre profondément en ligne de compte en Israël. On commence à nouveau à avoir des manifestations. En Israël aussi, des voix s'élèvent pour dénoncer la guerre et ses milliers de victimes civiles dans la bande de Gaza. On ne donne pas cher du bibisme dans son ensemble, parce que Bibi Netanyahou est absolument désavoué pour la totalité de la population. Mais c'est à nous, citoyens, d'agir pour qu'on gagne cette guerre. Bibi Netanyahou a échoué, cela ne fait aucun doute. Et l'organisation de cette solidarité horizontale, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que le sionisme ne protège pas, que l'État ne protège pas, que l'armée ne protège pas, que la religion ne protège pas, et que l'État social s'est effondré depuis très longtemps avec le néolibéralisme du bibisme. Je suis Sylvaine Bull, je suis sociologue, enseignante-chercheur à l'École de hautes études en sciences sociales. Et je travaille en particulier en Israël et autour de la conflictualité politique en France, en Israël et en Palestine. Alors, la société israélienne a vécu et vivra encore longtemps un traumatisme immense. D'abord par la nature du massacre qui est génocidaire, mais il y a surtout que ce massacre est venu percuter l'histoire juive, qui est faite de persécutions, de traumatismes, de destructions, de pogroms. Le calme du petit matin. Et soudain, deux combattants lourdement armés qui inspectent l'entrée du kibboutz avant d'en déverrouiller l'accès. Il est presque 6 heures samedi lorsque les hommes du Hamas pénètrent à l'intérieur de Be'eri. Ils filment ensuite leur progression et passent méthodiquement de maison en maison. L'autre forme de traumatisme qui est immense, elle est liée au fait que la société israélienne s'est rendue compte qu'elle n'était plus protégée, ni par l'armée, parce qu'il y a eu cette image d'une barrière physique qui s'est effondrée, et l'effondrement physique de cette barrière, c'est aussi l'effondrement de la barrière morale, politique, qui gardait les Juifs. Le soleil n'est pas levé à Gaza lorsque les combattants du Hamas lancent leur opération Déluge d'Al-Aqsa le samedi 7 octobre. En voiture, à moto ou à pied, des dizaines de commandos palestiniens progressent vers la frontière israélienne. Il y a eu l'idée, au fond, qu'un dehors entrait dans le dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau pour la société israélienne. Le dehors, c'est au fond l'hostilité des sociétés voisines qui sont, il faut bien le dire, assez hostiles à Israël. Et Israël, qui vit dans une agitation permanente et dans ces débats permanents internes, avait oublié son environnement. C'est peut-être ça aussi une autre forme de traumatisme. Le choc aussi, le traumatisme, il est lié au fait que des personnes aussi proches que les Palestiniens de Gaza sont entrées aussi facilement dans des maisons, dans des habitations, ont côtoyé l'autre sous la forme du désastre. Et cette blessure, elle a beaucoup de mal à guérir, aussi dans la mesure où elle se transforme en vengeance pour une partie de la population. La société israélienne s'est identifiée au terme de pogrom, en effet, avec plusieurs débats. Il y a ceux et celles qui s'identifient au pogrom parce que la vieille génération en particulier se rappelle très bien l'histoire paternelle, maternelle de 3 générations qui est profondément, durablement enseignée en Israël. Shlomo Samson a 15 ans lorsque la nuit de cristal s'abat sur l'Allemagne le 9 novembre 1938. Un pogrom qui marquera le début de la déportation des Juifs. Après ça, des hordes de gens ont débarqué dans notre rue et se sont introduits dans les appartements
pour tout casser. Mais d'autres pans de la société, qui sont peut-être plus à droite, plus nationalistes, ne revendiquent pas le terme de pogrom parce qu'il renvoie à la vulnérabilité des Juifs et des Israéliens, alors que Juifs et Israéliens, puisque c'est la même chose, doivent apparaître forts. C'est aussi, encore une fois, le désastre du 7 octobre de penser que la société israélienne était bien protégée par son armée alors qu'elle ne l'était pas. Il y a aussi un débat sur l'utilisation du terme pogrom, génocide ou terrorisme. En fait, c'est un peu ces trois termes-là qui sont liés, parce que le terme de terrorisme, qui appartient plutôt à une catégorie juridique internationale, me semble-t-il ne convient pas, parce que ce qui est terroriste, c'est le fait qu'une bande armée entre dans une maison et tue, mais dans un endroit très localisé. Là, nous sommes en termes de grandeur, de profondeur, d'épaisseur du désastre, au-delà du terrorisme. Nous sommes plutôt dans un massacre génocidaire. Et le pogrom aussi est peut-être un terme qui peut être réfuté, parce que le pogrom, à nouveau, venait d'une attaque intérieure. Si on prend l'histoire du pogrom en Pologne, en Russie, mais aussi dans des pays européens comme la Suisse, le pogrom était le fait de ceux et celles que l'on croyait plutôt dans un voisinage, qui attaquaient une ethnie, une communauté, mais depuis l'intérieur d'un pays. Encore une fois, ce qui différencie le massacre du pogrom dans le cas du 7 octobre est que ce massacre vient de l'extérieur. En même temps, un extérieur qui est très proche. Encore une fois, un dehors qui est très proche du dedans et qui l'a recouvert. Alors, concernant la réception du massacre et les temporalités de cette guerre, parce qu'elle nécessite d'être regardée en propre, il y aurait eu une union sacrée de l'ensemble de la population. On a pu observer que pendant la première semaine, en effet, il y a eu une union sacrée de la population, mais qui était plutôt dans la sidération. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu une union sacrée qui cautionnait, défendait le gouvernement. C'est tout le contraire. Tout le monde a vu les ministres être vilipendés, tout le monde a su que Bibi ne pouvait pas descendre dans la rue. Il a mis 4 semaines pour descendre dans la rue et pour éventuellement se frotter auprès des familles des otages. Tout le monde a vu en Israël que les familles d'otages n'ont pas remercié le gouvernement, tout au contraire. Nous avons clarifié que du point de vue des familles, un retour des familles dans le cadre d'un accord pour tous et doit être pris en considération. Il faut qu'il y ait un accord qui serait entièrement soutenu par la population israélienne. Donc, en fait, l'idée d'union sacrée, elle est beaucoup plus émotionnelle, psychologique que réelle. Alors, on a eu cette temporalité de sidération qui a fait que les Israéliens, au fond, se sont opposés à être critiques. Et au-delà de 2 semaines, 3 semaines, parce que la question des otages a été et reste centrale. C'est le tabou et surtout le totem. Il faut délivrer des otages, donc il faut s'abstenir de toute critique. Mais au-delà de 3 semaines, on voit que la critique entre profondément en ligne de compte en Israël. On commence à nouveau à avoir des manifestations. On a surtout, et c'est très très peu dit en France, une société civile qui s'organise de façon absolue à tous les étages de la société. Dès que la guerre a commencé, nous avons immédiatement créé 14 groupes de gardiens de la solidarité, des Juifs et des Arabes qui s'assurent du maintien de la solidarité et de la mixité sur tout le territoire israélien. Et l'organisation de cette solidarité horizontale, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que le sionisme ne protège pas, que l'État ne protège pas, que l'armée ne protège pas, que la religion ne protège pas, et que l'État social s'est effondré depuis très longtemps avec le néolibéralisme du bibisme. Et on voit arriver des cercles de solidarité partout, dans toute la société. N'oublions pas, et c'est peu dit en Europe, qu'Israël, c'est un pays qui est rétréci en son centre, puisque le nord a été totalement évacué et que le sud a été totalement évacué. C'est une ville quasi déserte, vidée en grande partie de ses 20 000 habitants, depuis que l'ordre officiel a été donné d'évacuer. Il y a plus de 300 000 réfugiés actuellement en Israël. Je crois que c'est presque 500 000 si on compte les populations du Nord, qui sont au centre d'Israël, qui
vit dans une densité extrême. Tous ces réfugiés du Nord et du Sud, il faut les accueillir. Et qui s'organise? La société civile, pas l'État. La société civile qui crée des cercles de solidarité, des dons, aussi des formes de solidarité financière, économique. Et ça permet qu'il y ait un échange politique des habitants autour de la critique. Alors, on peut se poser la question de savoir s'il y a une radicalisation de la société israélienne vers la droite. En fait, ceux et celles qui se radicalisent, notamment en attaquant les Palestiniens, ce sont des personnes qui étaient, au fond, déjà radicalisées, puisque ce sont les suprémacistes. On peut voir tout autour de nous que les Arabes prennent le contrôle des terres. C'est pour cela qu'il faut venir créer de nouveaux villages. Le peuple d'Israël doit être répandu dans tout Israël. Figure de l'extrême droite israélienne et nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir s'est rendu ce mardi sur l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem. Mais la société civile, si l'on regarde à la fois les sondages d'opinion et puis aussi l'état, l'humeur du pays, au fond, elle est blessée. Elle exprime cette blessure par soit une forme de volonté de vengeance de la société vis-à-vis de la société palestinienne, soit avec une sorte d'introversion. Mais politiquement, on ne peut pas encore véritablement établir d'équilibre, de bipolarisation, de partition. On a les sondages d'opinion qui tentent à nous dire que la société ne se radicalise pas, elle veut une coalition. Et ce qu'il faut absolument, impérativement, c'est une coalition politique, qu'elle soit de centre-droite, de centre-gauche, c'est peu probable, et même de droite, mais qui assure à la population que, d'une part, elle est protégée, mais surtout qu'elle assure que les colons ne vont pas continuer à détériorer le cadre de vie palestinien. C'est absolument quelque chose qui est fondamental. Il est certain qu'on voit, notamment dans la gauche, se réorganiser tous les jours des conférences, des manifestations, des réunions pour repenser l'après. Pour le moment, on n'est qu'encore dans une temporalité de l'urgence, mais on peut faire le pari que dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, il y aura à nouveau une organisation de la société qui doit s'appuyer sur des partis politiques. Lorsque je parlais de la solidarité horizontale, il faut aussi qu'elle trouve son débouché politique. Il faut que l'ensemble des cercles de solidarité qui naissent dans tout le pays puissent s'organiser, se coaliser, peut-être s'institutionnaliser, pour faire un contre-État, comme dans la tradition juive, ou pour faire des partis politiques. Et ça, c'est une grande promesse de cette solidarité que l'on ne peut pas passer sous silence. On ne donne pas cher du bibisme dans son ensemble, parce que Bibi Netanyahou est absolument désavoué pour la totalité de la population, parce qu'il a échoué à la protéger, et en même temps, on doit dire qu'il n'y a pas d'élection avant 3 ans, sauf événement très exceptionnel, et on ne voit pas ce qui peut être plus exceptionnel que ce qui s'est passé, sauf une convocation judiciaire le concernant. Et ça, à vrai dire, c'est quelque chose qui pèse comme une épée de Damoclès, parce que on peut penser que Bibi va se réarmer politiquement en faisant durer la guerre de Gaza. C'est une éventualité. On a cru durant les 3 semaines de l'après-massacre qu'il était en train de regagner une odeur de sainteté, si j'ose dire, en amenant le Hamas à sa destruction, en tentant de libérer les otages, et en même temps, pour le moment, nous sommes dans une impasse. Sa politique à Gaza est une impasse. Elle est très mal reçue, au fond, par les Israéliens, même s'ils veulent être défendus avant tout, parce que les otages ne sont pas revenus en totalité. Le Hamas n'est pas complètement désarmé. Les Israéliens ne veulent pas passer pour des criminels avec 17 000 morts et plus. Donc, la situation est assez opaque. Mais on a plutôt l'impression que la population veut dans son ensemble une coalition plutôt civile, militaire, forte, mais surtout des gens rigoureux et compétents, ce qui n'est absolument pas le cas du gouvernement actuel et de ces 3 mousquetaires monstrueux, Netanyahou, Ben-Gvir et Smotrich.
Ce n'est pas le travail du gouvernement ? Si, c'est le travail du gouvernement. Mais à mon grand regret, notre gouvernement a échoué, et depuis de nombreuses années. C'est absurde, mais c'est à nous, citoyens, d'agir pour qu'on gagne cette guerre. Donc, en fait, on a l'impression que la population israélienne, pour le moment, vit dans des œillères vis-à-vis de Gaza. Elle pense à court terme, elle pense à son devenir, elle pense à son souci absolument prioritaire de devoir être protégée, mais pour le moment, elle met l'impasse sur la population de Gaza, sur le futur de Gaza, sur ce qui se dessinera pour les survivants, parce qu'il faut parler de survivants de Gaza. Il y a aussi une inconnue, et ça pèse structurellement sur Israël depuis 40 ans, c'est le système électoral, qui, au fond, est extrêmement favorable à des petites coalitions d'extrême droite, puisque le système électoral, tant qu'il n'est pas réformé, permet à des partis qui ont 3,5% de voix de participer à une coalition. C'est la tragédie politique israélienne actuelle qui fait monter des entrepreneurs religieux d'extrême droite, qu'ils soient sionistes religieux, suprémacistes et racistes. Et ça, c'est aussi une épée de Damoclès immense, que moi, je pense vraiment comme une forme de tragédie, que doit affronter le pays, réformer son système électoral pour aller plus vers de démocratie. Alors, on peut revenir sur la perception et la représentation des accords de paix, dits accords d'Abraham, qu'a conclu Israël avec un certain nombre de pays du Golfe ou était en passe de conclure. Ça, c'était le 15 septembre 2020. Sur ces images, Donald Trump, entouré du Premier ministre israélien, du ministre des Affaires étrangères de Bahreïn et celui des Émirats arabes unis. Tous signaient ce jour-là les accords dits d'Abraham, officialisant la normalisation entre ces pays arabes et Israël, sous l'égide des États-Unis, et rejoint quelques mois plus tard par le Maroc et le Soudan. C'est quelque chose qui a énormément fait de soucis aux Israéliens dans la période actuelle, parce qu'ils étaient très attachés aux accords de paix, parce que c'était la seule promesse à peu près visible de conciliation, de pacification avec les pays. Et puis aussi, ne l'oublions pas, parce que le commerce, c'est toujours ce qui a pu faire fonctionner le bon voisinage dans la région. Et ça, c'est quelque chose de très important, notamment le commerce autour de l'environnement, qui est une question cruciale, qui fournit les équipements pour la désalinisation de la mer Morte, de la mer Rouge et de la mer Méditerranée. Ce sont les pays du Golfe. Qui envoie l'ensemble des équipements solaires dans les pays du Golfe? C'est Israël. L'environnement, la transition verte, etc., c'est quelque chose qui véritablement réunit ces pays. Et d'ailleurs, ça doit être préservé parce que ça fonctionne. Le tripartisme environnemental fonctionne très très bien entre les pays du Golfe, la Jordanie, l'Égypte, les Palestiniens et les Israéliens. Et les accords d'Abraham mettaient l'accent là-dessus, sur la dimension environnementale, même si on peut être extrêmement critique parce que c'est du greenwashing, mais il est un fait que les accords d'Abraham sont des accords économiques et que ça fonctionne nettement mieux que la géopolitique, que les accords militaires et que surtout les accords de pays à pays, binationaux ou de personne à personne. Et les Israéliens sont très attachés à ces accords d'Abraham, de même qu'ils étaient très attachés au volet économique des accords de paix. Donc on peut penser que dans les négociations géopolitiques, c'est quelque chose qui peut perdurer et peut être relancé. À titre personnel, moi, je ne crois pas beaucoup à la géopolitique, parce que si la géopolitique avait marché dans le passé depuis 1948, sans doute on l'aurait constaté. Ce qui marche, c'est commerce très libéral. Et ça, c'est quelque chose qui va être réactivé, il est évident, parce que les pays du Golfe ont besoin d'Israël en matière de fourniture énergétique, et Israël a besoin des pays du Golfe pour commercer et pour assurer sa sécurité sanitaire, médicale, mais aussi environnementale. La question du rapport entre Israël et la diaspora est très importante, notamment par le biais de la critique antisioniste qui émerge.
On a vu apparaître Not in My Name, on a vu des mouvements extrêmement bruyants, houleux de critiques d'Israël dans les campus américains. La critique antisioniste, pour l'appeler comme ça, elle est extrêmement mal perçue en Israël, très très mal perçue. Mais on peut dire que ça a toujours été le cas, parce que les Israéliens, notamment ce qu'on appelle les Sabras, donc qui sont les natifs d'Israël, ont toujours pensé que ils étaient les mieux à même de discuter de ce qu'il fallait pour eux, et que la diaspora avait une vue éthérée, intellectuelle, etc. Par contre, ce que reconnaît Israël, notamment dans ces nouveaux microcosmes, ces micro-communautés qui rejaillissent, qui sont de gauche, c'est le fait qu'Israël doit absolument nourrir sa critique interne, que sa critique, elle doit être interne et pas externe. Et c'est en ce sens-là que c'est très important. Ça a été longuement dit par une tradition intellectuelle. Pour pouvoir critiquer son pays, il faut être à l'intérieur et pouvoir en même temps éviter une identification trop forte à la communauté, pouvoir élargir une critique au niveau intérieur sur l'armée, sur la faillite de l'État social, sur les institutions civiques, sur le retour à la démocratie, sur le retour au sécularisme. C'est quelque chose qui est très très fort et qui est en train de réapparaître en Israël. Maintenant, il y a une question très importante qui doit être soulevée, c'est le rapport d'Israël aux États-Unis, qui est là et sans doute beaucoup plus inquiétant pour les Israéliens. Et c'est comme cela qu'ils le formulent, sous le biais de l'inquiétude. Pourquoi ? Parce que on voit aux États-Unis émerger une forme de critique antisioniste radicale, qui est celle aussi du subalternisme, de l'intersectionnalité, et qui dit que la nouvelle génération juive, mais pas que, la nouvelle génération américaine, racialisée, féministes, etc., au fond, n'accordent pas de priorité au sort d'Israël en tant qu'État refuge pour les Juifs. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences, pour le coup, géopolitiques et politiques dans les accords binationaux, parce qu'on peut se dire que peut-être dans 10 ou 15 ans, le soutien avéré, exclusif et sans faille des États-Unis peut peut-être se stopper. On peut penser qu'il y aura une nouvelle génération de dirigeants au pouvoir aux États-Unis qui sera plus intersectionnelle, plus subalterniste, plus en faveur des droits de toutes les minorités, des droits du Sud global, et que Israël ne sera plus une priorité.